Retour dans Politique, donc avec nos invités Jean-Marie Colombani de Slate.fr, Carole Barjon, chef du service politique de l'Obs, Jean-Louis Bourlange, ancien député européen, et Bruno Roger Petit, donc éditorialiste à Challenge.fr. Donc demain, Trump est investi, on l'a dit, on en a parlé il y a quelques instants. Donc on sent aussi en France une appétence pour les leaders forts. Et pour preuve, et c'est intéressant, une étude internationale dont on ne parle pas beaucoup, qui a été réalisée par l'Ipsos Mori, en tout cas Slate l'a repérée, sur les perceptions des menaces. Et sur 22 pays testés, la France arrive en tête. 80% des personnes interrogées souhaitent un leader fort, capable de transgresser les règles. Jean-Marie, c'est inquiétant. Et bien sûr, tout de suite, on pense à Marine Le Pen. Oui, et puis surtout de l'influence du Trumpisme sur la vie politique française, Oui. parce que c'est ce que vous venez d'évoquer, c'est le concentré du Trumpisme et des deux ressorts de Trump. Un homme fort qui transgresse les règles sans qu'on sache trop jusqu'où on doit transgresser les règles. Mais pour faire écho à ce que disait Carole tout à l'heure, et à savoir essayer de ne pas être aveugle et regarder les forces qui sont à l'œuvre dans la société française, on peut prolonger cette étude en constatant que les débats de la primaire de la droite ont attiré beaucoup de monde, et peut-être la primaire de la gauche attirera-t-elle beaucoup de monde, que les débats télévisés attirent du monde, qu'il y a une passion en France toujours intacte pour la politique et pour les débats politiques. Et en même temps, il y a un taux hallucinant de défiance vis-à-vis des représentants. Oui, c'est même paradoxal, c'est le French paradox. 89% des gens qui pensent, des Français, qui pensent que leurs représentants ne les représentent pas. Vous avez 75% de ces mêmes Français qui pensent que les politiques d'aujourd'hui sont corrompus, et 70% qui pensent que la démocratie française est malade. Et donc tout ça, ça donne un territoire, je trouve, un terrain extrêmement dangereux, parce qu'à la fois, il y a un attachement à la démocratie, un attachement au vote. Les gens continuent de penser qu'à l'élection présidentielle, si on va voter, on peut vraiment influencer le destin du pays. Et en même temps, 49%, autre chiffre qui vient conforter celui que vous aviez évoqué tout à l'heure, pensent qu'il nous faut un homme fort qui ne se préoccupe ni du Parlement, ni des élections. Donc on est sur ce territoire social-là excessivement dangereux, qui est ouvert à tous les vents, à toutes les démagogies, et on se dit, mais où sont les politiques qui prennent à la fois de la hauteur et évitent justement les discours démagogiques? Pour le moment, on n'en voit pas beaucoup. Alors bien sûr, ça... vous voulez intervenir? Parce que c'est vrai que c'est un paysage qui peut conduire à penser spontanément à Marine Le Pen, évidemment, au Front National, mais transgresser les règles, ça peut être aussi, par exemple, un Emmanuel Macron qui transgresse un peu à sa manière. Donc, si c'était ça, ce serait un mal. Justement, aujourd'hui, on a comme élément de mesure, comme thermomètre, on va dire, les sondages. Et en tout cas, il y a une étude qui est intéressante, une enquête du Cevipof pour Le Monde. Elle est intéressante parce qu'elle est réalisée sur 16 000 personnes. Donc, Marine Le Pen arriverait en tête au premier tour dans tous les cas de figure, c'est-à-dire face à Valls, Montebourg, et Hamon. Donc, hypothèse Valls, regardez, donc Marine Le Pen 25, Fillon 24, Macron 19, Mélenchon 15, Valls 10. Hypothèse Montebourg, Hamon, ils font le même score. Donc Le Pen 26, donc elle remonte. Fillon à 25, Macron monte lui aussi à 21, Mélenchon 14, il baisse un peu. Et les candidats PS complètement out. Donc Marine Le Pen qui se renforce. Fillon qui s'affaiblit, Macron qui perce fort. On va entendre Bruno et après Jean-Louis peut-être là-dessus. Peut-être Bruno, un commentaire sur ce sondage qui est fait sur un grand panel quand même. 16 000 personnes, 15 920 pour être précis. Oui, c'est une marge d'erreur qui est extrêmement réduite. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des sondages réalisés à chaud après un débat sur les primaires avec un échantillon de sympathisants de gauche de 363 personnes. Donc là, le Cevipof, je rappelle quand même qu'à la fin du mois d'octobre, c'est eux qui avaient pointé la faiblesse d'Alain Juppé dans le même genre d'enquête, dans les mêmes proportions de gens interrogés, où on voyait qu'il n'y avait que 39% des électeurs disant « je vais voter Juppé » qui étaient sur une ligne dure « je ne changerai pas de vote ». Donc la fragilité, on la voyait. Donc c'est pour ça que l'enquête du Cevipof, elle est fondamentale. Qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre ce que, à titre modeste, je dis depuis plusieurs semaines, c'est que la clé de cette élection présidentielle, c'est à gauche. Ça se joue entre Macron et le Parti socialiste. Voilà. Et on est entré avec ce sondage dans ça confirme le débat qui s'ouvre, c'est-à-dire l'inversion dialectique qui consistait pour le Parti socialiste à dire depuis des semaines et des mois
Macron nous parasite. Et regardez bien, la question a même été posée au premier débat de la primaire la semaine dernière. Est-ce que vous êtes prêts, vous, éventuellement désigner candidat socialiste, à vous retirer? Tous les candidats ont accepté de répondre à cette question. Et aujourd'hui, c'est le contraire. C'est-à-dire que ce sont les socialistes qu'on désigne en disant « Mais est-ce que vous ne seriez pas en train de parasiter un peu la candidature Macron ?» Et vous verrez que dans les semaines qui viennent, deux choses. La première, il va y avoir une querelle de légitimité entre la légitimité tirée de la victoire à la primaire et cette légitimité des sondages qui va peser très lourd. Puis deuxièmement, il y a un moment où le candidat socialiste, quel qu'il soit... Donc c'est d'abord le sondage sur la légitimité de la primaire. Bien sûr, le sondage est plus fort. On y reviendra sûrement, mais moi je le pense. Et puis il y aura un débat moral qui pèsera sur le candidat qui sortira vainqueur de cette primaire. Tu peux éventuellement faire perdre ton camp. Et ça pèsera lourd. Alors, Emmanuel Macron, je sais que vous n'êtes pas d'accord parce que, Bruno, ça fait un petit moment que vous nous dites sur ce plateau que la bulle Macron ne va pas exploser. Bruno est notre oracle. Il est notre oracle, oui, mais il y a un autre oracle sur ce plateau que j'aime beaucoup, qui est Jean-Louis Bourlange, et qui écrit, alors à propos dans Le Point, vous êtes dur avec Macron, vous dit ce modernisme est lisse comme du formica, clinquant comme du néon, vertueux comme la République. Je parle du modernisme. Oui, du modernisme. Enfin, il incarne. Je parle de l'idéologie moderniste. Oui, enfin, il incarne le modernisme. Pas vraiment. C'est le problème. C'est compliqué. Il faut qu'il s'en garde, en tout cas. Oui. Oui, enfin, attendez, je finis ce que vous disiez. Vous êtes déstabilisé parce que donc clinquant comme du néon, vertueux comme la République moderne de Mendès France, mais entreprenant et pro-consulaire comme celle de De Gaulle, prospectif comme un commissariat général au plan, européen à la manière de Jean Monnet, productiviste comme un gaulo communiste et répartiteur comme un Pompidolo-cégétiste. Oui, je définis les années 50 et les années 60 là. Oui, enfin bon, on sait très bien que vous faites référence à une époque où voilà, c'était moderne, quoi. Oui, mais je crois, pour répondre à ça, ensuite... vous ne parlez pas du tout de Macron, là. Je dis un mot sur Macron, puisque il me semble que vous m'y invitez. J'entends bien. Oui. Mais je voudrais faire le lien entre votre édito et Macron. Je crois que, idéologiquement, Macron, effectivement, a chaussé les bottes d'un modernisme qui me paraît un petit peu traditionnel lui-même. L'idéologie moderniste n'est plus à la mode, parce que l'idéologie du nouveau, aujourd'hui, n'est plus moderniste. Il suffit de voir Trump. Trump est régressif. Toutes les idéologies qui fonctionnent actuellement sont des idéologies régressives, populistes, qui renvoient aux années 30. Donc il y a une espèce de contradiction en disant « je suis moderniste et j'incarne l'avenir ». Et je dis simplement que Macron est effectivement, pour qu'il ait sa pleine dimension, il est porteur, et je suis d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à présent là-dessus, il est porteur des valeurs de civilisation qui sont les nôtres depuis l'après-guerre, qui sont le pluralisme démocratique, qui sont la solidarité, la sécurité collective, la construction européenne. C'est tout cela qui est en cause. Mais ça me conduit à penser que la véritable attitude face à Trump, face au dictateur philippin qui autorise les gens à tuer des drogués dans la rue, etc., face à la dérive chinoise, qui est quand même une dérive autoritaire, face à Poutine, face aux excès de Farage et de Boris Johnson en Angleterre, face à tout cela, je crois qu'il y a un combat pour les valeurs, qui sont les valeurs de l'époque ancienne et qui sont des valeurs absolument fondamentales. C'est pour ça que je cite Ionesco. Nous sommes comme Béranger, dans la pièce de Ionesco, le dernier homme. À la fin, tout le monde devient rhinocéros, tout le monde devient brutal, tout le monde piétine tout le monde. C'est exactement... Relisez la pièce de Ionesco, elle est saisissante. Ouais. Alors là, je dirais de modernité, pas de modernisme, mais de modernité. Et à la fin, Béranger est le seul. Et Macron, il a un côté... Ou alors, on peut dire Madame Merkel, c'est Bérangère, alors. C'est le seul dernier homme. Et je pense qu'il faut simplement comprendre à ce moment-là qu'il est dans une logique conservatrice, au sens que Camus donnait à ce terme, quand dans son discours de Nobel, Camus dit les générations précédentes ont cru que leur tâche était d'inventer un monde nouveau. Nous savons que la nôtre est d'empêcher que le monde se défasse. Et je pense que là, nous sommes bien en Europe, avec Merkel, avec un certain nombre de gens, nous sommes les défenseurs d'un certain nombre de valeurs. Donc je sens une espèce de tension entre le modernisme d'un côté et la réalité du combat, qui est un combat pour le maintien... On va poser... Alors, sur le plan, un mot sur les primaires, je suis tout à fait d'accord. Moi, je crois depuis le début que la primaire socialiste est
aurait dû y aller. le candidat... Non, mais il y a un candidat de trop. Si vous avez un candidat d'extrême droite, un candidat de droite, un candidat de la gauche de gouvernement modéré et réformiste et un candidat de la gauche révolutionnaire, vous avez le compte. Si vous en rajoutez un à gauche, qui est une sorte de personnage intermédiaire entre toutes les gauches, vous en avez 3 et c'est fini. Alors, là, face à ça, il y a 2 solutions. Soit, il ne l'a pas fait, puis on ne va pas revenir là-dessus, Macron réussissait à changer l'esprit de la primaire et à la dynamiter. Il fallait pas qu'il joue comme il fallait et il a dynamité, il faisait autre chose que ce que voulait Cambadélis. Soit, si c'est pas le cas, je donne un seul conseil, que si vous voulez soutenir quelqu'un de gauche ou du centre gauche, n'allez pas voter à la primaire. L'essentiel, c'est qu'il y ait 0 électeur, enfin 500 000, 400 000, 300 000 électeurs, de manière à disqualifier ce candidat du Parti socialiste qui est aujourd'hui un candidat surnuméraire, un candidat de trop par rapport à Mélenchon et à Macron. Bon, alors, pour faire une synthèse, ça va pas être facile. En gros, qui pour être au rendez-vous de l'histoire, ce que, dans le fond, a décrit Jean-Louis, qui aujourd'hui... Bon, on met de côté Marine Le Pen parce que et la volonté de certains Français... Du côté des rhinocéros. Du côté des rhinocéros, exactement. Qui va être au rendez-vous de cette histoire? À gauche? Non, partout. À gauche, c'est quand même... Quel est, dans le fond, ceux qui ont la meilleure vision aujourd'hui face à l'histoire qui s'écrit devant ce nouveau... Oui, je sais que c'est une question compliquée, mais... la vérité, c'est que... C'est quand même la seule question qui vaille. La vérité, aujourd'hui... je pense que ce qui explique aussi, même si les Français s'intéressent toujours à l'élection présidentielle, ce sondage d'ailleurs le prouve, c'est un peuple très politique, mais enfin... on voit bien tout ce qu'il raconte sur la politique depuis maintenant 2-3 ans, c'est parce que aussi l'offre politique leur paraît insuffisante ou médiocre. Donc le rendez-vous de l'histoire, c'est un grand mot. Oui, mais c'est comme l'Europe, on lui demande d'être au rendez-vous de l'histoire. Je ne sais pas. Vous savez, je me souviens d'anciens ministres qui vous disent aussi, il y a des cycles. Il y a des cycles dans l'histoire, et il y a des moments, il y a des passages, il y a des phases où vous avez des gens moins brillants que d'autres et qui ont une... Voilà, il n'y a pas le général de Gaulle mais le général de Gaulle, tous les 20 ans. Donc il y a une guerre mondiale, ce qui ou n'est François Mitterrand. Mais ce qui est sûr, c'est que pour ce qui est de la gauche de gouvernement, le cycle Mitterrand, Jospin, Hollande s'achève sous nos yeux. Oui. C'était une gauche de gouvernement positionnée d'une certaine façon, enfin je dirais assez vive. Et d'ailleurs, oui, mais d'ailleurs avec les mêmes, oui absolument, mais avec d'ailleurs les mêmes résultats au bout de la route. 86, les élections sont perdues, elles sont uniquement rattrapées par un cheveu grâce à la proportionnelle. 93, c'est le plus grand désastre électoral que la gauche ait jamais suivi. Jospin n'est pas qualifié aux sorties, alors que tout le monde disait c'était un bon chef de gouvernement, et François Hollande est obligé de se retirer. Et d'une certaine façon, ce qui arrive aujourd'hui au Parti socialiste est un peu justice. Il est justice que la sanction soit collective, parce que ce quinquennat a quand même ce quinquennat a quand même été pourri. Ce quinquennat a quand même été pourri par les manœuvres, contre-marches du Parti socialiste, des frondeurs, du Premier ministre actuel, et donc. Bien sûr, mais ils ont décidé d'être là depuis des années. La sanction est collective. Et ce qui bénéficie au fond à Emmanuel Macron, c'est qu'il a une part chez lui d'héritier. Il est au fond l'héritier. Et en même temps, comme en politique, les trahisons les plus récentes sont toujours les plus importantes. La trahison de Manuel Valls efface la première trahison, celle d'Emmanuel Macron. Et donc voilà comment Emmanuel Macron se retrouve en bonne posture. Un mot. Macron n'est pas un traître, c'est un enfant prodigue. C'est pas du tout la même chose. Et quand l'enfant prodigue revient, on égorge le veau gras. Connaissez vos classiques. La décomposition du Parti socialiste, ça se mesure avec cette primaire. C'est-à-dire que vous n'avez pas un seul de ces candidats qui est considéré aujourd'hui comme un possible président de la République. Oui, c'est tout, il ne faut pas tourner autour du pot. C'est-à-dire le Parti socialiste aujourd'hui n'est plus capable de produire un candidat crédible à l'élection présidentielle. Donc Macron s'est imposé sur ce vide.
Oui. Voilà, avec tout ce qu'il y a d'arrière-plan, d'insurrection électorale qu'on observe dans tous les pays d'Europe. Alors chez nous, on a une chance, il y avait Marine Le Pen jusque-là pour l'insurrection électorale. Et très paradoxalement, on a un pur réformiste, moderniste, je ne sais pas, mais on a un pur réformiste qui va porter ça dans le groupe central des électeurs. Là, c'est 40% qu'il a identifié sociologiquement et qui sont susceptibles de se reconnaître dans sa candidature. Parce qu'il a bien travaillé son affaire aussi en termes de préparation. Il peut gagner ou pas? Parce que si on regarde le sondage, là, il est à 19. Il peut gagner dans le Caval, s'il entre dans la zone des 20%. Oui. S'il entre dans la zone des 20%, tout est possible. Il y est déjà. Il est dans l'hypothèse. Bah si, dans l'hypothèse. Un mot sur le. Dans l'hypothèse Hamon ou Montebourg. Un mot sur ce que le. Oui, mais on n'est pas à l'abri d'un désastre. Peu importe que le futur candidat socialiste qui s'appelle Valls, Hamon ou Montebourg ait envie d'aller jusqu'au bout pour des questions personnelles, d'ego. Bon, c'est qu'il y a un moment où si l'état des forces reste en l'état, où le Parti socialiste, notamment les députés socialistes, il y a la moitié du groupe aujourd'hui qui s'interroge. Voilà, en disant pourquoi on va s'ennuyer à soutenir un type qui va nous mener à l'abattoir, alors que si on rentre dans une majorité présidentielle un peu par effraction avec Macron, à titre individuel, déjà on peut se sauver. Donc il va y avoir un rapport de force qui va s'exercer sur le candidat à un moment ou à un autre. Moi, je sais qu'il y a un certain nombre de conversations qui ont lieu déjà au plus haut sommet du Parti socialiste, où vous avez Borgel, où vous avez Cambadélis, qui sont interrogés par des députés et qui leur disent « Ne t'inquiète pas, le moment venu, on sera sérieux ». Voilà, c'est le mot qui est employé à chaque fois. On sera sérieux. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que on a tous caractérisé, enfin, il s'est caractérisé lui-même, Emmanuel Macron, comme un candidat anti-système. Mais qu'est-ce que il dit il n'y aura aucun accord d'appareil. Et qu'est-ce que ça veut dire anti-système? À un certain moment, anti-système, c'est être soit le péniste, soit d'extrême gauche, pour une forme de révolution, etc. Mais il ne portera pas une révolution du système. Et donc, à un moment, on peut avoir un réformisme anti-système. Oui, il va à un moment ou un autre se heurter à ce mur-là. L'antisystème, on le sait très bien d'expérience, dans l'histoire, quand il y a toujours des constantes dans nos sociétés. Le racisme en est une, hélas, et l'anti-élitisme en est une autre, hélas. Quand l'anti-élitisme et le racisme se rejoignent, alors la démocratie est en danger. Nous sommes à ce moment-là. Donc le discours anti-système est malgré tout un discours périlleux parce qu'on joue un peu avec le feu. Oui, mais là, ce que disait Jean-Louis, c'est sur les appareils politiques. C'est pas le système politique en tant que tel. Anti-système, pour ceux qui disent qu'Emmanuel Macron est anti-système, il est très convenable. Hein. On n'est pas marié à une professeure de Franklin sans être convenable. Donc, disons, c'est la révolution sans risque. Alors. Ce qui est en cause, c'est qu'il met en cause le Parti socialiste. Alors là, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que mettre en cause le Parti socialiste, c'est déjà difficile pour être candidat à la présidentielle, c'est très difficile pour avoir des législatives, pour avoir des candidats aux législatives. S'il gagne, Macron, il doit gagner l'élection. S'il ne gagne pas l'élection, ou si, en tout cas, et s'il n'est pas au second tour, ça se défera comme ça s'est fait. Comme Alain Poher, qui ne ressemble pas du tout à Alain Poher, comme Jean-Jacques Servan-Schreiber, comme tous ces leaders, comme Gaston Defferre en 65, il y a tous ces leaders centre-gauche qui, à un moment, attirent tout un tas de gens. Et puis, s'ils ne gagnent pas, et c'est dur de gagner... Vous écrivez, vous, candidat de l'esthétisme Non, je n'ai pas candidat à l'esthétisme. J'ai dit qu'il avait préféré l'esthétisme, c'est-à-dire le fait de plaire à l'opinion, au stratégique, c'est-à-dire le fait de se mettre dans la politique des mains sales. Vous savez, je me rappelle toujours ce que disait Édouard Herriot de la politique. Édouard Herriot disait « La politique, c'est comme l'andouillette. Il faut que ça sente un peu la merde. » Il ajoutait « Prudent, mais pas trop. » Bon, mais un peu quand même. Et la politique, quand Mitterrand prend le pouvoir à Épinay, il prend le parti qui a fait 5% aux présidentielles précédentes, il s'acoquine avec des fédérations, les Bouches-du-Rhône et du Nord, qui sont quand même des fédérations, etc. C'est pas parfait. Bon, et il gagne. Et quand il bat Rocard en 81, Rocard est le candidat de l'opinion. Mais je n'ai pas dit ce que je voulais dire. Ah bon. Apparemment, ça viendra. Apparemment, il faut que je me taise. Mais non, mais ça va. Je voudrais juste répondre à Jean-Louis là-dessus. Je vais le rassurer. Macron, il a un projet de substitution au Parti socialiste. Il veut le prendre par le surplomb. Et effectivement, ça lui impose de gagner cette élection présidentielle. Mais s'il la gagne, ce qu'il veut faire, mais c'est ce qu'il dit. Moi, je veux faire un Épinay à l'envers.
Voilà ce qu'il dit. S'il gagne l'élection présidentielle, mais ça se fera naturellement. D'accord, Mais il doit la gagner. On laisse parler les femmes, sinon on va dire que c'est une émission de macho. Alors, non, mais je veux juste un mot parce que ça complète. Donc pour la gagner, c'est ça que je voulais dire, boucler le raisonnement. Il y a que deux solutions. Il y a que deux solutions. Soit on réduit le nombre des candidats à 2. Ça veut dire que les socialistes sortent leur gars, ce qui n'est pas facile, parce que le gars sera porté par quelques centaines de milliers de voix et dira « moi, je ne suis pas simplement le candidat des meetings ». Ou alors, et c'est ça l'autre hypothèse, Fillon s'affaiblit très considérablement de son côté. Et là, on aurait une situation extrêmement grave où l'électorat centriste refluerait massivement vers Macron. Or, Fillon ressemble un peu actuellement... Pourquoi ce serait très grave? Fillon, c'est ça pose des tas de problèmes. Fillon, c'est un lion. C'est un lion. Qu'est-ce que c'est qu'un lion? C'est un gros animal un petit peu endormi qui attend que la lionne lui apporte à bouffer. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se sorte, il est dans l'inertie complète. Non mais d'accord, mais en quoi ce serait grave que... que le centre voit Macron. Je ne dis pas que ce serait grave. Je dis que ce serait. Non, mais je ne dis pas. Moi, je ne dis pas du tout que ce serait grave. Je crois simplement que, en revanche, la confrontation directe Macron-Le Pen, c'est quelque chose qui est un peu dangereux. Je préfère une confrontation Macron-Fillon. Je voudrais que Carole parle un peu quand même. Non, je voudrais juste dire sur le côté anti-système, je pense que le risque que court Macron précisément, c'est que comme il surfe beaucoup là-dessus, puisque effectivement il n'est pas membre du Parti socialiste, il est hors parti, c'est qu'il y ait un certain nombre de gens, compte tenu de l'état du Parti socialiste et de ses candidats à la primaire, qui lui apportent son soutien et qui commencent à avoir beaucoup de soutien presque encombrant par rapport à l'image précisément de modernité qui veut se donner. Donc je pense que ça, c'est un des risques qui court. Parce que, supposons, je dis au hasard, que François Hollande lui apporte son soutien à un moment donné, est-ce que ce sera une bonne nouvelle pour Macron? Ségolène, Hérault, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Ségolène et les droits de l'homme à Cuba. Hérault, qui quand même est le symbole de l'échec du Ségolène, c'est une icône de la gauche et c'est d'un poids considérable. Oui, mais c'est pas une icône du centre. C'est pas une icône du centre. Et dans l'hypothèse de l'assèchement de l'électorat Fillon, l'hypothèse que dit Carole est très bonne. Si tous les éléphants de gauche, évidemment, au sommet duquel il y a Hollande, se ruent sur Macron, c'est un repoussoir. Sauf Ségolène Royal, que je ne mets pas dans Ségolène Royal, c'est une icône de la gauche modérée. Oui, Cuba, à partir du moment où elle dit... Et qui séduit à droite, d'ailleurs. Merci. Mais ça ne dérange que la droite. Bon, qui veut un petit Doliprane, là? Merci. Merci. C'est fini? Oui, c'est fini. Mais oui, Jean-Louis, c'est fini. De l'extrême gauche française. Jean-Marie, c'est terminé. Pardon. On se retrouve. Un dernier petit coup sur avant de partir. Bon, on n'a pas eu le temps de dire un mot d'Hollande qui, en fait, n'a pas tellement envie de Macron, qui n'a pas très envie que Hollande le soutienne. Mais bon, c'est pour ça que je dis. Oui, mais bon, on l'a pas écouté. Allez. Merci à tous et on se retrouve très vite sur France 24. À très vite.